Notre invitée ce soir est Valérie Pécresse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale déléguée de l'UMP, députée UMP des Yvelines également. Vous allez nous dire ce que vous pensez de la situation budgétaire de la France, de la visite à Berlin demain d'Arnaud Montebourg et de Michel Sapin. Vous nous donnerez aussi votre avis sur les premiers pas du nouveau gouvernement et sur les grands sujets d'actualité, à commencer par les relations qui se tendent de nouveau avec le Rwanda et sur la vente de SFR à Numéricable. Pour vous interroger, Mickaël Darmon, le chef du service politique d'ITélé. Avant de donner la parole à Mickaël, une question, Valérie Pécresse, concernant cette annonce de Jean-Louis Borloo qui annonce sa démission de ses fonctions et mandats politiques. Il l'a annoncé il y a quelques instants dans un courrier. Votre réaction ? Écoutez, j'attends des précisions sur cette déclaration parce que j'aimerais savoir effectivement quelle est l'ampleur du renoncement de Jean-Louis Borloo. Ce que je peux dire dès aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup d'affection pour Jean-Louis et que ça a été, et c'est une figure marquante de la vie politique française, que ce soit sur la politique urbaine et les quartiers, que ce soit sur l'environnement. Et je souhaite qu'il continue à jouer tout le rôle qu'il pourra tenir. Alors, Valérie Pécresse, il semble, selon donc des proches de Jean-Louis Borloo, qu'il quitte ses fonctions à l'UDI et au Parti radical, mais que ce soit, il reste député donc, du Nord, mais c'est donc les fonctions de président de l'UDI et du Parti radical que Jean-Louis Borloo a annoncé officiellement donc abandonné. Donc je souhaite qu'il retrouve évidemment beaucoup de force et qu'il retrouve... Est-ce que cela change la donne en ce qui concerne les équilibres avec le centre, avec l'alternative qu'il a créée avec c'est évident que Jean-Louis Borloo était un des deux piliers de l'alternative et c'est évident que l'alternative va devoir se recomposer de manière un petit peu différente dans les mois qui viennent. C'est surtout, je pense, une mauvaise nouvelle dans le cadre de ces européennes, de ces élections européennes qui s'annoncent, puisque Jean-Louis Borloo avait une voix très forte, très pro-européenne, et je pense qu'elle manquera à l'UDI dans cette future campagne. C'est pour ça que moi, je continue d'appeler à une liste unique UDI-UMP pour ces européennes. Je considère que c'est vraiment dommage que nous ne fassions pas alliance dans ces élections. Vous lui avez parlé il y a quelque temps, je crois, à propos justement des régionales 2015, on va certainement en parler, mais vous avez eu des conversations récemment avec Jean-Louis Borloo. Écoutez, oui, j'ai des conversations récurrentes avec Jean-Louis Borloo. Nous avons beaucoup travaillé, y compris notamment sur les municipales dans la région Île-de-France, qui est ma région, pour pouvoir permettre de rapprocher les points de vue et les candidats partout où c'était possible. Ça n'a malheureusement pas été possible partout. Mais à chaque fois que nous faisons l'alliance UMP-UDI, ça gagne. Donc ça, c'est un message que j'adresse à nos amis centristes. Quand vous l'avez eu au téléphone, Valérie Pécresse, Jean-Louis Borloo vous a paru faible ? Non, mais il m'avait dit, mais il m'avait dit, en tout cas, tout à fait alerte au point de vue politique et avec toujours cette acuité de vision politique qu'il a. Mais effectivement, il m'avait parlé de sa lassitude à exercer des fonctions partisanes. Donc je ne suis pas surprise. Je pense que, il a dirigé des partis pendant des années et des années. Je ne suis pas surprise qu'il en soit, qu'il ait envie de s'en détacher aujourd'hui. La France a changé de gouvernement cette semaine. La France a changé de Premier ministre. Manuel Valls a remplacé Jean-Marc Ayrault. Manuel Valls qui doit prononcer après-demain son discours de politique générale devant les députés. Quels sont les enjeux économiques de ce discours ? D'abord, l'enjeu, c'est de clarifier la ligne politique et économique du gouvernement. Parce que si on regarde bien le gouvernement qui a été formé, c'est un gouvernement qui est plein de contradictions internes. On a d'un côté Manuel Valls qui incarne l'autorité, Christiane Taubira qui incarne une certaine forme de laxisme en termes judiciaires. Vous avez à Bercy deux lignes économiques qui semblent s'opposer. Celle de Michel Sapin qui dit incarner une forme d'orthodoxie financière, celle de Arnaud Montebourg. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le discours de politique générale de Manuel Valls devra vraiment clarifier la ligne. Et au plan économique, il faut évidemment qu'il nous donne le mode d'emploi du pacte de responsabilité. Parce que c'est ce mode d'emploi et la trajectoire financière qui va avec qui sont essentiels pour le pays. Il promet des surprises. Est-ce qu'il a les moyens de surprendre, en fait, avec la situation dans laquelle est la France ? Moi, je n'attends pas des surprises de Manuel Valls. J'attends du sérieux, de la crédibilité, une direction et un espoir pour le pays. Et cet espoir, c'est celui de la création d'emplois en France. Vous savez, Mickaël Darmon, que nous venons d'apprendre ce matin une grande fusion, celle de Ciment Lafarge avec le cimentier Holcim. Oui, mais est-ce que vous avez remarqué que le futur siège de ce grand cimentier international se situera à Genève ? Et moi, j'attends d'avoir une réponse des ministres de l'économie et des finances sur cette nouvelle délocalisation d'un grand centre de décision
économique pour notre pays. L'action extérieure de la France est un tout, dit Laurent Fabius aux Parisiens aujourd'hui, pour justifier le rattachement du commerce extérieur au Quai d'Orsay. C'est même une solution qui a été recommandée par la Cour des comptes et par plusieurs anciens ministres des Affaires étrangères, explique Laurent Fabius encore dans les colonnes du Parisien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Absolument pas. Alors je comprends le raisonnement de Laurent Fabius qui consiste, en fait c'est un raisonnement institutionnel dans les ambassades. Les conseillers du commerce extérieur sont rattachés au Quai d'Orsay. C'est plus efficace, voilà ce que dit Laurent Fabius. Oui, peut-être dans une ambassade, administrativement, c'est plus simple, mais moi je pense que c'est une fondamentale erreur de stratégie. Je pense que si on veut vraiment créer un pôle économique à Bercy et le confier à un ministre de l'économie de plein exercice, le commerce extérieur doit dépendre de lui. Et d'ailleurs, je remarque que François Hollande s'est réclamé du modèle allemand, et je sais que le ministre de l'économie allemande est aussi celui qui fait la diplomatie économique du pays. Ça avait été également recommandé par Christine Lagarde en son temps, qui avait recommandé à Nicolas Sarkozy justement de transférer le commerce extérieur avec les affaires étrangères pour être beaucoup plus allant en ce qui concernait justement la défense des intérêts économiques français après la perte de grands contrats comme par exemple l'EPR à Abu Dhabi. Est-ce que vraiment c'est un problème de mettre donc cette direction du côté du Quai d'Orsay ? Vraiment, je vous le dis, l'action économique pour moi, elle part de la France. Le grand sujet de l'action économique aujourd'hui française, c'est de gagner des parts de marché dans la mondialisation. C'est d'avoir une économie française qui se projette beaucoup plus et qui exporte beaucoup plus. Alors si Laurent Fabius et le Quai d'Orsay arrivent à dynamiser cette action de commerce extérieur, tant mieux. Mais la logique, pour moi, intrinsèque, c'est vraiment de lier le national et l'international et de faire tout cela à partir d'un grand ministère de l'économie très fort. Moi, j'étais beaucoup plus sur la thèse d'Arnaud Montebourg. Vous connaissez bien Bercy, Valérie Pécresse, vous avez été ministre du budget de Nicolas Sarkozy en 2011 et 2012. Vous avez vécu aussi des remaniements. Nous allons y revenir avec vous dans quelques instants, juste après ce reportage. iTélé a suivi la première journée du nouveau ministre des Finances en charge du budget, Michel Sapin. C'était jeudi, reportage donc signé Guillaume Audat, Julien Arnaud, Jean-Jérôme Bertolus avec Yann Plantier et Brice Andlauer. Les cartons sont prêts ce jeudi matin à Bercy et Pierre Moscovici sur le départ rend les clés de son bureau au nouveau locataire des lieux. Et d'ailleurs, c'est plus sûr. En réalité, ce bureau, Michel Sapin le connaît très bien. Il n'a pas changé. Donc c'est très exactement le même, avec les mêmes fresques, les mêmes mobiliers, même bureau, au sens meuble du terme. C'est pas le même président de la République. Il y a 22 ans, le président, c'était François Mitterrand. Michel Sapin était alors ministre de l'économie et des finances du gouvernement Bérégovoy. Sous le Premier ministre Valls, l'économie, c'est désormais Arnaud Montebourg. Michel Sapin conserve les finances et le bureau du patron de Bercy au 6e étage. C'est le bureau du ministre des Finances en France. Et le ministre des Finances, en France comme dans d'autres pays, ça n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien. Illustration plutôt dans la matinée. À la fin de son discours de passation de pouvoir et avec l'accord d'Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici cède la parole à Michel Sapin. Chacun s'interroge pour savoir comment Bercy peut avoir deux têtes. Je suis toujours étonné parce qu'on ne pose jamais cette question à nos amis allemands. À Bercy, le nouveau couple entame un mariage de raison. Pour autant, les deux hommes ont très soigneusement tracé leur périmètre respectif. Il faut 50 milliards. Et je sais que c'est maintenant moi qui vais être le principal, j'ose pas dire acteur, mais en tous les cas membre de ce chœur pour, mettre en œuvre ce volet dit des 50 milliards. 50 milliards notamment pour financer le fameux pacte de responsabilité voulu par le président. Michel Sapin, social-démocrate, proche de François Hollande, est donc l'homme des économies budgétaires, le premier interlocuteur de la Commission européenne. Celui qui ira à Bruxelles, l'image de la France, le visage de la France, ce sera moi. Mais je serai porteur de quoi ? D'un langage commun, d'un langage dans lequel chaque ministre, et tout particulièrement bien sûr le ministre de l'économie réelle, le ministre des entreprises, aura son mot à dire. Preuve qu'il est habité par sa nouvelle mission, inverser la courbe des déficits. C'est dans les salons du ministère du Travail que Michel Sapin martèle ses intentions. Plus tôt, il rendait à son tour les clés de son ancien ministère à François Rebsamen.
Derrière chaque statistique sur comme on dit, le chiffre du chômage, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Mais c'est pas des chiffres, les gens. C'est des gens qui sont au chômage. Donc c'est vraiment un ministère profondément charnel. C'est ça qui lui donne son ampleur, son intérêt et bien sûr la difficulté. Et de fait, il l'a expérimenté, la difficulté. Le désormais ex-ministre du Travail, Michel Sapin, a été propulsé aux finances malgré la promesse non tenue d'inverser la courbe du chômage. Si la bataille n'a pas été gagnée, elle le sera à terme, dit-il, un brin ému dans les jardins de son ancien ministère. Ici, avec le sentiment d'avoir beaucoup travaillé, avec une équipe exceptionnelle autour de moi, et avec la conviction que c'est aussi en allant sur un autre front et en le faisant en toute connaissance de cause et en toute cohérence entre nous que nous allons réussir à faire reculer le chômage. Aux finances, Michel Sapin le sait, il n'aura pas la partie facile. Alors autant identifier, social-démocrate qu'il est, certains de ses meilleurs alliés. Oui, les marchés, il faut d'abord leur dire dans un premier temps merci. C'est eux qui nous permettent aujourd'hui de financer l'économie française. Donner des gages, une assurance vie dans un contexte où Bruxelles et la Banque Centrale Européenne exercent une pression continue sur Paris. Michel Sapin mesure le poids de ses nouvelles responsabilités. Je sais que les mots prononcés par un ministre des Finances sont des mots qui ont plus de poids que lorsqu'on prononce les mêmes comme ministre du Travail. Et il aura l'occasion de le vérifier dès demain à Berlin. Michel Sapin rencontre son homologue. Doper la croissance tout en restant dans les clous budgétaires. Il doit convaincre que la France est cette fois en mesure de remporter ce nouveau pari. Michel Sapin, Valérie Pécresse se rend à Berlin donc demain, on vient de l'entendre, avec Arnaud Montebourg en charge de l'économie. L'objectif est de tenter de convaincre Berlin de donner un peu plus de temps à la France pour réduire son déficit public à 3% du PIB. Qu'est-ce que vous pensez de ce déplacement ? Je pense que vraiment, de commencer par demander un deuxième sursis à Bruxelles quand on rentre dans ses fonctions de ministre des Finances, c'est un très mauvais signal. C'est à Berlin que ça se passe. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Michel Sapin enterre la promesse de sérieux budgétaire que nous avait faite François Hollande. Alors vous allez me dire, il est un peu coutumier du fait, puisqu'il avait porté cette fameuse promesse d'inverser la courbe du chômage et qu'il n'y a pas là non plus réussi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Michel Sapin se fixe deux objectifs. La création de l'emploi en France, mais aussi la réduction de la dette et des déficits. Et je pense que les deux doivent aller de pair. C'est à Berlin qu'aura lieu cette rencontre demain, mais non pas à Bruxelles. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? Eh bien, j'en tire la conclusion extrêmement triste que nous sommes obligés de passer sous les fourches codines de Berlin et que, alors que la France, il y a quelques années, jouait en première division avec l'Allemagne, la main dans la main, qu'il y avait un vrai tandem franco-allemand équilibré, aujourd'hui, il y a une France qui est obligée d'aller demander à l'Allemagne sa permission de dépasser ses objectifs de déficit. Mais Valérie Pécresse, aujourd'hui, vous êtes en situation d'opposition, vous le critiquez, tous les gouvernements l'ont fait. Quand vous étiez au pouvoir aussi, les délais, les reports, voire même s'affranchir complètement des contraintes de Bruxelles, ça a été fait par Jacques Chirac, par Nicolas Sarkozy, aujourd'hui par François Hollande. Est-ce que ce n'est pas une, au fond, tradition française ? Excusez-moi, Monsieur Darmon, de vous faire remarquer qu'en 2010 et 2011, quand avec François Baroin, la main dans la main, nous avons dirigé Bercy, nous avons respecté nos engagements de Bruxelles et que ça a été très difficile. C'était en période électorale, c'était en 2012 et peut-être d'ailleurs ça nous a coûté l'élection de 2012 parce que nous avons été obligés de faire 2 plans de redressement des finances publiques pour tenir notre stratégie. Donc nous avions décidé de respecter nos engagements, nous nous étions engagés, nous avions engagé notre pays et nous avions décidé de tenir ces engagements. Cela fait des années que la France n'a pas atteint ces 3% de déficit, 3% du PIB. Est-ce qu'il faut s'en affranchir ? Est-ce qu'il faut renoncer à ce critère du traité de Maastricht ? Mais sur le long terme, c'est tout à fait dévastateur. Nous avons une dette qui ne cesse d'augmenter. Je sais que les socialistes ont critiqué le gouvernement auquel j'appartenais parce qu'il avait augmenté la dette dans une période extrêmement critique, celle de la crise des subprimes, celle du plan de relance de 2009. Mais aujourd'hui, que font-ils d'autre ? Eh bien, ils l'augmentent. Plus de 100 milliards de dettes nouvelles depuis 2012. On ne va pas pouvoir continuer indéfiniment comme ça. Il y a un moment où cette épée de Damoclès de la dette plombe le vent de la reprise mondiale en France. Et aujourd'hui, si vous regardez, quelle est la situation ? L'Allemagne va être en excédent budgétaire. L'Allemagne va être à 1,6% de croissance. Et nous, on stagne et on accroît notre dette. Et qu'est-ce que ça veut dire en réalité, ce que fait M. Sapin aujourd'hui ? Ça veut dire que tous les nouveaux impôts qui ont été prélevés sur les Français, les 30 milliards d'impôts depuis 2012, ils ont servi à augmenter les dépenses. Après les 30 milliards de la droite. Oui, mais nous,
c'était pour réduire les déficits. Eux, c'était pour augmenter les dépenses, puisque les déficits n'ont pas baissé. François Hollande, parmi ses promesses, envisage de 50 milliards d'euros d'économies d'ici 2017. Où peut-il les trouver? Comment peut-il s'y prendre? Bien, on va le savoir assez vite, je pense. En tout cas, on appelle à une clarification de ces économies. Est-ce que c'est faisable, selon vous? Depuis janvier, le président a fait de belles annonces sur le pacte de responsabilité avec les entreprises, qui est une absolue nécessité. Il faut baisser les charges sur les entreprises pour pouvoir améliorer la compétitivité. Oui, des clarifications sur les 50 milliards, et soyons clairs, nous avons vécu cette difficulté. On ne baissera pas les dépenses publiques si on ne brise pas le tabou de la baisse du nombre des fonctionnaires. C'est-à-dire si on ne va pas sur des réformes de structure de l'intervention de l'État et des collectivités locales. Ce tabou de la baisse du nombre des fonctionnaires, il doit être absolument brisé. Parce que sinon, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On sera obligé de geler leurs salaires, de geler leurs promotions, et on aura une fonction publique nombreuse et totalement paupérisée. C'est la fin de cette première partie de Politique Week-end. Vous restez avec nous, Valérie Pécresse. Politique Week-end, l'invité revient sur iTélé après une courte pause. Nous parlerons avec vous de l'écotaxe, de SFR et du Rwanda, notamment. À tout de suite.